Mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. People who speak French have so much charisma. Oh my God, the people who speak French have so much charisma. Oh meu Deus, as pessoas que falam francês têm tanto carisma. Mein Gott, Leute, die Französisch sprechen, sie haben so viel Charisma. Oh my God! French people have such charisma. Oh mio Dio, quelli che parlano francese hanno troppo carisma. Dios mío, la gente que habla en francés tiene tanto carisma. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis pas un mais plusieurs. Je suis comme l'Europe, je suis tout simple. Je suis un vrai bordel. Hello everyone and welcome to another episode of the International Week on Radio Sorbonne University, where we love to travel to discuss cultures, discover and share international experience. If you fly across the world and look out of the airplane window, you will see no borders and boundaries, and also our hearts have no frontiers. So, in this episode, we will look at individuals whose hearts have fused with hearts across the world. They are lovers who found each other and made their home in someone else's heart, because home is not necessarily our birthplace, and only love can make the world go around. This international love will be described by our guest of today, lovers who found each other during a mobility period. So I have the pleasure to be at the phone with me, Christine. Hello, Christine. Hello. Hello, Christine. So you are Mexican and you met your wife, Andrea, during a mobility period that you did in Germany in 2018. And you were in Essen, so for a research stay of 6 months. And I guess that when you arrived there, you absolutely didn't have idea that you will find the love of your life. So how did you meet your wife? Okay, that was it's a little complicated because at that time I met a lot of people, and she was the only person when I saw her, I already know. I just knew that she was the one, and it was in a party, and I was dancing with my best friend, and then he told me just like, "Do you want to go home? Let's go to another place or something." And then I just stopped. I saw her, and I don't know. I just thought that I just thought that she was really beautiful, and then she just come to me and we danced, and then we speak a little bit, and yeah, that was the thing. And so, when you met each other and you became a couple, there was some communication issues about language and which language you used to speak, and if there was maybe sometimes some funny misunderstood, I guess. Yes, it was a trouble because I speak Spanish, English, and in that time I could not speak German, and she had to travel to speak English, and she told me like, "I'm sorry, I don't speak English. I just speak German," and then we used Google Translate all the time. Really? So for how long time? Really, like, you said that like 1 year, but 1 year because my German, I was improving my German, but only 1 month. It was really she was next to me, and we was using at the same time Google Translator. Okay, really interesting. Yes, it was one month, so that we have really to use it. Then I started learning German, but yeah, there was 1 year that I couldn't really say. I couldn't put German. Yeah, that was really hard to me, but we did it.
Yeah. And so after the language, did you find some difficulties in your relationship related to your cultural difference? Also, because you tells me that your wife, she's Muslim and you come from Mexico. So I imagine there's many cultural difference. And so there was some problems about that. Yes, exactly. One trouble was the language. Then we tried a lot of times to speak about our religion because I am Catholic. I was a kid, and she was a kid. She is Muslim, and the family is really strict and really strict. My family too. So we was going in to find some point where our thoughts were the same. At first it was a little difficult because the language, but at the end we found that the most important thing is what your heart says. Exactly. Only without she say something, I already knew what she wants, and she wanted. She knew what I wanted on speak without speaking. That was beautiful because at the end we have a lot of difference, but the heart speaks to the heart. I don't know how to say it. But Yeah, definitely. It's definitely true. And I don't know if maybe you had also some problems related of the fact that you are two women that want to get married, and so there was some difficulties also about that. Yes, there was the first trouble that we had to face was family because, as I already said, family from her is Muslim, or they're really strict. My family is really Catholic, and two women, there was no go to any family. And she went to Mexico twice, yeah. And my family, so at the same, I just introduced her as a friend. And then my family really was nice to her. They loved her that same day that she was there in Mexico. And then with time, I talked with my family. I said, okay, I love her, and she wants to marry me. We were in Cancun. It wasn't a surprise. She was preparing to me with my best friend, and yes, she proposed me, and I said yes. And at that time, we didn't talk about the family. Later, we have to face the family of her knows that we are married. We are living yet in Germany, and they accept him. They accepted and my family too, because they want us to be happy, and I think that is love. It doesn't matter where you're from. At the end, the people that want you to be happy will accept it, and I'm happy that I marry her, and we have yet like 1 year, we have an year. Yeah, we have 1 year and a half together. Yeah, as married. Yes. Yeah. So as you get married, I guess that you continue to stay together even after the end of your research stay in Essen. So how did your relationship continue after this end of your stay in Germany, and how you keep contact until the moment when you get married finally? Yes. As you know, the people that come from Mexico, we are not allowed to be in Europe not more than 3 months. So after when we get married, she went to Mexico. We get married there, and we have white dresses, and
she left in the next week. She could only stay 2 weeks, and after that, the coronavirus comes to the world, and then I had to wait a lot. I did all the documents, and I was working in Mexico. She was working in Germany. It was really hard to find a time to speak, but we always found a time with video chat. We also sometimes she was talking with me and she just fell asleep, and it was nice because we found the time to be together. All then we were and I don't know how many kilometers. Okay, so I have the last question. Can you give a suggestion to all the people that next year will depart for a mobility period, and so that probably will change their life as you did? My suggestion is just try to, of course, focus on your studies, but also try to have connections with people, because this is the most important thing. Of course, the studies are something that you have to focus there, but don't forget to meet people. Try to be happy. I know that a lot of people have faced troubles, missing family or something like that, but never give up. Do their best, and really, you won't regret. Okay, thank you so much. Thank you so much to share your beautiful love story with us and to make us understand how much these experiences can really, really change our life. Thank you so much. Goodbye. Thank you. Thanks to you. Thanks to you. Maintenant, le voyage des sentiments nous amène entre la France et l'Italie avec Sarah et Davide. Elle française, lui italien. Ils se sont rencontrés pendant leur Erasmus en Norvège, à Kristiansand, il y a 2 ans, et depuis, ils ne se sont plus quittés. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Sarah au téléphone avec nous pour raconter cette histoire d'amour si internationale. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors Sarah, tu as 22 ans et tu fais actuellement des études de FLE, français langue étrangère, à la Sorbonne Nouvelle. Et David a également 22 ans, mais il est actuellement à Pise pour finir ses études en marketing. Alors Sarah, comment vous vous êtes rencontrés en Norvège? Alors, il faut savoir que quand j'étais en Norvège, à Kristiansand, c'est un campus assez petit. Et donc David et moi, on vivait en fait, on était voisins. Et on s'est rencontrés à la buanderie parce que j'avais oublié mes affaires dans la machine à laver et il avait besoin d'une machine à laver. Du coup, il était en train de vider mes affaires pour mettre dans le sèche-linge et je l'ai pris sur le fait. Donc, je l'ai un peu engueulé. Bon, voilà, je l'ai un peu houspillé alors qu'on se connaissait pas. Et le lendemain, il y avait une soirée et je l'ai reconnu et du coup, je suis allée le voir. Et voilà. Simplement, et puis après on a discuté, il m'a ramené chez moi, on a beaucoup discuté et puis on s'est rendu compte qu'on s'est bien plu, donc on a continué de se voir, voilà. Et vu que tu fais des études de FLE, donc de français langue étrangère, que je le dis pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un cours pour faire apprendre le français à des personnes qui ne parlent pas le français comme langue maternelle. Je me demande si cette expérience a peut-être influencé le choix de vouloir faire ces genres d'études et notamment même le fait d'être en couple avec quelqu'un qui ne parle pas le français comme langue maternelle, peut-être ça a un peu inspiré ce choix ou pas? Alors, pas du tout, en fait. Moi, je voulais faire... En fait, quand je suis entrée en licence, je savais que je voulais faire du FLE depuis le début. Donc, même c'était bien avant de rencontrer David, mais c'est assez ironique au final puisque, mon futur métier, c'est d'enseigner le français à des gens qui ne parlent pas le français. Et les circonstances ont fait que David, c'est mon premier étudiant en la matière, donc c'est assez drôle au final. Mais non, ça a pas du tout influencé, ça a même pas comporté. C'était juste
bon bah c'est marrant quoi, c'est une coïncidence un peu marrante. Mais du coup, vous essayez de vous apprendre un peu chacun le français et l'italien et ça marche bien. Bah écoute, pour lui apprendre le français c'est beaucoup plus difficile parce que bon bah le français c'est pas facile et euh, et donc bon c'est un peu difficile. Il les comprend assez bien. Il parle, il peut se débrouiller. Écrire c'est pas tout à fait ça, mais on est en progrès et voilà. Quant à l'italien, en fait, quand je suis rentrée de Norvège, lui et moi, on avait commencé la relation à distance et ma famille parle anglais. Donc, si jamais il parlait pas français, c'était pas grave ou autre, mais sa famille à lui ne parle pas du tout l'anglais, hein, donc, et même ses amis ne parlent pas du tout l'anglais. Donc, bon, bah, j'ai compris que si je voulais pouvoir communiquer et pas juste faire acte de présence, fallait que je me mette à l'italien. Donc aujourd'hui je parle italien, c'est pas le problème. Lui il est français en progrès, mais il se débrouille bien. Franchement il se débrouille bien. Et justement, à propos de ces rencontres que tu as déjà fait avec sa famille et avec ses amis, est-ce que tu as ressenti peut-être des différences culturelles entre la France et l'Italie dans ces occasions? Et notamment, je pense à quand tu as rencontré sa famille. C'est oui, un petit peu, mais après la France et l'Italie c'est extrêmement similaire, hein. Je vais pas rentrer dans les détails. Lui il vient du nord en plus, il est de Toscane. Donc c'est un monde c'est pas un monde, c'est pas le dépaysement total quoi. Donc c'est enfin pas de différence particulière. Parce que pareil, j'ai beaucoup de chance, il est très gentil, les clichés qu'on a en France des Italiens, c'est que c'est des gros machos, enfin voilà, lui c'est pas du tout son cas. Par contre, c'est vrai que la famille, c'est pas un cliché, hein. C'est vrai que en Italie, ouais, tout se fait par la famille. La famille, c'est tout et c'est pas forcément quelque chose que moi on m'a appris en France en fait. Oui, et Donc, justement, ouais, comment ça a été le rencontre avec sa famille la première fois? bah ça allait en fait. C'était en Norvège. Je les avais croisés par hasard dans la rue. Donc bon bah ça a duré 3 secondes et demie la rencontre, mais bon voilà quand même. Et quand j'étais en Italie, c'était différent en fait, vu que bon bah moi je suis pas française, il y a tout un jeu en fait mais de la part de mes parents aussi, il y a tout un jeu parce que bon bah la personne est pas du pays, donc on fait découvrir des spécialités locales, on sent comme si c'était un correspondant en fait, comme si c'était un correspondant. Donc ça amuse beaucoup, mais avec sa famille, bon bah aujourd'hui j'ai tout leur numéro de téléphone, enfin on peut s'organiser des trucs ou quoi, mais je peux pas dire que ça a été particulièrement spécial en fait. C'est juste que moi j'ai remarqué que wow, c'est pas la notion de la famille en Italie et la notion de la famille en France, bon, c'est pas tout à fait on n'a pas tout à fait les mêmes références quoi. Et justement, je me demandais, il y avait des clichés ou des stéréotypes liés aux Italiens que tu connaissais d'abord et qui se sont montrés vrais lors de ta relation avec Davide, ou peut-être le contraire, des clichés et des stéréotypes qui se sont montrés faux? Alors déjà, en cliché qui se montré vrai, que les Italiens sont relous par rapport à tout ce qui tourne autour de la nourriture. C'est 100% vrai, hein. On va pas se cacher, c'est 100% vrai. Davide encore ça va, il est facile, mais waouh, des fois bon avec mon métier je vais pas rester en France et notamment on parlait des pays dans lesquels je vais habiter et des fois bon bah je cite certains pays notamment dans les pays du Nord type Royaume-Uni etc. Et lui, il est quand même inquiet parce que par rapport à la nourriture, c'est pas de la bonne nourriture. Bon, voilà. En Italie, c'est quand même mieux. Il y a une carte de la gastronomie où, on mange très bien, c'est l'Italie. Attention, peut-être danger quand c'est au nord de l'Italie et ça devient de pire en pire. Donc oui, la nourriture, c'est vraiment terrible. La famille aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup dit en France. Et la famille en Italie, c'est pas les mêmes notions qu'en France, c'est-à-dire que en Italie, on se soutient beaucoup à travers la famille, on fait tout à travers la famille et ça, je l'ai remarqué que c'était très très vrai.
que notamment, par exemple, mon copain, il rend beaucoup de services à sa famille. Il y a des temps réservés à la famille. Il n'a pas aimé que je dise ça, mais c'est très très vrai. Par exemple, quand j'étais en Norvège, tous les soirs, il appelait sa mère. Moi, c'est absolument pas quelque chose que je faisais. Donc, c'est ça. Du coup, je me demande aussi comment est continuée votre relation après l'Erasmus. Et surtout, je me demande ça par rapport à cette année du Covid qui a été assez difficile, j'imagine. Ouais. Alors déjà, je tiens à préciser que sur ma promo, on était une petite promo d'étudiants étrangers, on était une centaine, une petite centaine, 95. Et sur la promo entière, de ce que je sais, il y a à peu près 5-6 couples qui se sont formés. Et aujourd'hui, David et moi sommes les seuls à être encore ensemble. Pour plusieurs raisons. Déjà, en fait, dans un premier temps, donc quand j'étais partie en Erasmus, c'était 2019. Et nous, on a commencé la relation à distance en juin 2019. Et lui et moi, on a beaucoup de chance, puisque à l'époque, aujourd'hui, il est plus à l'université de Pise, il est à la Cattolica à Milan. Mais Milan et Paris, c'est extrêmement facile d'y aller. Si on n'a pas envie d'y aller en avion, on y va en train. C'est le TGV, c'est direct et on traverse les Alpes, c'est très chouette. Pise, pareil, si on ne veut pas y aller en train, c'est pas grave. Il y a Ryanair, il y a EasyJet, il y a plein de trucs et pour des prix qui sont très abordables, surtout quand on a moins de 26 ans et qu'on a une carte jeune ou autre. Le Covid, ça a été un peu plus complexe en effet, parce que nous, en fait, on avait réussi à chaque fois à se voir à peu près une fois par mois. Donc pendant une durée, soit ça allait de un week-end à 3 semaines, par exemple. Je pense à 3 semaines, notamment pendant l'été. Et le Covid, du coup, c'était mars 2020. Faut savoir que j'étais en Italie le week-end où ils ont fermé les frontières de la Lombardie, du Piémont et la Ligurie. Donc ça a été un peu la crise ce soir-là, je me rappelle. Ah oui, comment t'as fait à t'en sortir? Parce que c'était vraiment le moment plus compliqué. Lui, il était en Toscane. Donc en Toscane, c'était pas encore fermé. Donc j'ai pu rentrer, parce qu'à l'époque, j'y vivais à Londres. En 2020, j'habitais à Londres. Et moi, j'ai pu rentrer à Londres, mais juste après, l'Italie s'est fermée. Donc, on a eu beaucoup de chance. On s'est vu vraiment pile poil avant la fermeture. Et après, on a passé 3 mois sans se voir et on a réussi à se voir en juin 2020. Enfin, on a pris notre mal en patience, en fait. Ça n'a pas été facile tout le long, mais après, on s'est fait une raison et voilà. Et on s'est dit, on va surpasser ça. C'est pas grave, quoi. Et en effet, ça n'a pas été grave. Après, le deuxième confinement, ça a été un petit peu plus cool, on va dire. Je parle de celui de novembre, parce que on savait qu'il pouvait pas durer aussi longtemps que le premier. On savait qu'il pouvait pas être aussi strict que le premier. Et au final, je sais pas si je devrais dire ça là, mais au final, on a réussi à bidouiller pour qu'ils viennent alors que la France était toujours confinée. Enfin, c'est parce que les frontières avec Schengen étaient pas fermées en fait. Et rien que ça change tout. Je me demande quand il y a eu le premier confinement, où en fait vous vous êtes pas vus pendant 3 mois, ça a été comment de se revoir après à un moment si difficile de pandémie où on croyait que tout était en train de s'effondrer et 3 mois loin comme ça, comment ça a été se revoir après tout ça? Et, parce que c'est ça qui est frappant dans les relations à distance, c'est que vous arrivez à pas vous voir pendant longtemps et après ensuite tout d'un coup recommencer et c'est très beau. Ouais, c'est éprouvant des fois. Je vais pas le cacher, des fois c'est pas facile. Par exemple, pendant le premier confinement, il y a eu un moment où ça a été la grosse crise et en fait parce qu'on n'en voyait plus la suite en fait. On n'en voyait plus la fin et on s'est dit mais quand est-ce que ça va finir? C'était vers fin avril. Et puis au final, début mai, ça s'est un peu débloqué et à partir de juin, on a pu voyager de nouveau sans quarantaine, sans rien, quoi. Et en fait, moi, j'avais fait une surprise. J'étais venue le jour où l'Italie a arrêté de rendre obligatoire la quarantaine. Je suis venue chez lui, en fait, et pour une surprise. Et c'est pas descriptible, en fait. C'est génial, évidemment, mais j'ai pas les mots
pas les mots justes pour dire comment c'était spécial. C'était spécial. Mais plus que spécial, je dirais que la fois où ça a été le plus spécial, c'était la première fois où on s'était revus après la Norvège. Parce que je me rappelle, on était à l'aéroport et j'étais allée au mauvais terminal. C'était l'aéroport de Beauvais, donc les deux terminaux se touchent. Et on était à l'aéroport de Beauvais et on s'est vus de loin et on n'y croyait pas en fait. C'était surréel. Ça l'a moins fait quand on s'est revus après 3 mois, mais je vais pas cacher en fait. Pour que la relation à distance marche, il faut énormément prendre sur soi. Il faut énormément de confiance envers l'autre, sinon on pète un câble et ça pète tout de suite. Hein. C'est la confiance la clé. La confiance et essayer de se donner des petits moments. C'est ça qui compte. Et justement, est-ce que tu peux nous donner quelques suggestions pour les étudiants qui vont partir l'année prochaine pour l'Erasmus, vu que c'est vraiment une expérience qui peut changer notre vie? Qu'est-ce que tu peux donner comme suggestion pour partir prêt pour cette expérience? Comme suggestion, partez autant de temps que vous voulez parce que, bon, moi je suis partie un semestre et c'était beaucoup, beaucoup trop court. Il y a tout qui est passé à une vitesse folle. Ça, je m'adresse à n'importe qui. Ne refusez pas un Erasmus parce que vous avez votre copain ou votre copine qui est en France et la relation à distance, blablabla. Non, l'Erasmus, ça se refuse pas. Et si vous le refusez, vous allez vous quitter et ça peut avoir des répercussions sur votre couple plus tard. Et ne laissez pas les choses. N'attendez rien en fait. N'attendez pas. N'ayez pas d'attente par rapport à l'Erasmus parce que c'est exactement comme ça. Quand je suis allée en Erasmus, j'ai totalement lâché prise. Je me suis dit allez, on verra, première fois de ma vie où je me dis allez, YOLO, on y va, c'est parti. Et c'est comme ça en fait que je me suis le plus épanouie. Après, est-ce que David et moi ça va durer toute la vie? J'en ai aucune idée. J'en sais rien du tout. Là, je vois déjà que ça va faire 2 ans et demi là bientôt. On verra pour la suite, mais déjà rien qu'en lâchant prise, vous allez vous faire des amis, vous allez sortir de votre zone de confort et c'est ça en fait qui va vous faire grandir vraiment. Alors, merci beaucoup Sarah pour avoir été avec nous aujourd'hui et pour ces témoignages très très belles. Merci beaucoup. Merci. De rien, merci à toi. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter un épisode de We Are Family, le podcast de la Semaine internationale de Radio Sorbonne Université. Christine et Sarah étaient les invités de Rossella à l'animation et au montage, à la régie Victor.